Le chaman est un collectionneur. Il va collecter les différents animaux, il va collecter les différents attributs, les différents pouvoirs. En revanche, si vous lui dites « Tiens, monte en haut de la falaise et montre-nous que tu peux voler comme l'aigle majestueux », il vous dira « Non, j'ai aquaponé, j'ai une tendinite au bras ». Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de viande, de chasse, du barbecue de Sandrine et de virilité. Et comme d'habitude, on va voir en quoi tout cela est lié. Alors, petit disclaimer, on ne va pas parler de faut-il être végétarien, faut-il manger de la viande, vitamine B12, blabla. J'estime que vous êtes assez intelligent, surtout si vous êtes abonné, pour faire vos propres recherches à ce sujet. Nous, on va surtout se pencher sur le fait, est-ce que Sandrine a raison en disant que le barbecue est un signe de virilité? La viande est-elle un signe de virilité au juste? Qu'est-ce qu'un signe de virilité? Eh bien, sans trop vous spoiler, on a peut-être en fait besoin de viande, mais pas de la manière dont vous le pensez. Et ça n'est peut-être même pas la viande que vous imaginez. Et pour cela, eh bien, comme d'habitude, laissez-moi vous raconter quelques histoires à l'aube des temps. Parce que oui, qui dit viande dit animal, qui dit animal dit chasse, et les mythes sur la chasse sont légion. Et la chasse depuis la préhistoire évoque un lien indéfectible entre l'humain justement et l'homme, entre l'humain et la nature. Il relie l'homme à son côté animal car chasser est un acte de prédation. Au contraire d'aller acheter un poulet Lidl à 5 €. Mais tuer la proie que l'on a chassée n'est pas le but ultime. En fait, le but ultime du chasseur, c'est de manger sa viande, c'est de prendre la force, de prendre l'énergie vitale de sa proie. Comme dans l'épopée de Gilgamesh dont on a parlé, où Gilgamesh et Enkidu chassent les antilopes, les sangliers de la steppe, et en mangeant leur viande, ils se disent qu'ils mangent la force de la steppe. En réalité, ils mangent la steppe et ils deviennent la steppe. I am a tree. D'où le lien diffus entre l'homme et l'animal et entre l'homme et la nature. En mangeant sa proie, le chasseur redevient animal, il renoue un contact privilégié avec la nature et avec ses forces naturelles. Et ce mode de pensée symbolique s'est infusé dans chaque culture, dans chaque tribu, où le jeune homme devant faire un baptême du feu, un rituel de passage à l'âge adulte, comme par exemple chez les guerriers Maasai, où le jeune homme va devoir tuer un lion avec une seule lance. Et bien dans d'autres tribus, il va devoir s'accaparer le cœur du bœuf ou le cœur du lion et le manger pour s'attribuer ses forces, pour ne faire plus qu'un en fait avec l'animal. Ne faire plus qu'un en fait avec l'esprit du lion, devenir She-Hulk et détruire tout ce qui bouge. Et chasser sur un territoire par cet acte de force, de courage, d'intelligence et de ruse que cela demande, cela fait de vous le dominant du périmètre. Cela fait de vous aussi le pourvoyeur de ressources puisque c'est vous qui apportez, comme dirait un grand philosophe, la calorie. Et donc, pour les hommes de ce temps, cette activité avait une très haute charge symbolique de virilité. Et quand on regarde la posture du chasseur à l'affût de sa proie, la manière dont il affûte, dont il manie sa lance phallique, la manière dont il saute, dont il bondit sur sa proie, on ne peut s'empêcher d'établir un lien entre la chasse de l'animal et la quête sexuelle. C'est pour cela qu'on parle de prédateur sexuel, c'est pour cela que l'on parle de chasseur de jupons ou de coureur de jupons. C'est pour cela que l'on parle de viande et d'appétit sexuel surtout. Parce que l'appétit, qu'il vienne du ventre ou d'un peu plus bas, c'est lui qui nous met en chasse. C'est lui qui nous pousse à la chasse de l'animal et à la chasse sexuelle parce que ces deux appétits sont en fait intrinsèquement liés. Et parce que le chasseur a eu le courage de chasser le mammouth, a eu le courage de chasser le lion, il va revenir dans son village victorieux. Il va pouvoir nourrir ses habitants, il va pouvoir fanfaronner devant les femmes et les nourrir, et il va pouvoir obtenir un statut privilégié, il va pouvoir assurer sa descendance en se reproduisant avec elle comme un pur giga-tchad mal alpha. Mais il y a des divinités au-dessus de nous qui vont décider est-ce que j'aurai le droit d'aller chasser aujourd'hui? Est-ce que j'aurai le droit d'aller chasser l'antilope? Est-ce que j'aurai le droit de ce statut, d'obtenir ce statut de chasseur? Est-ce que j'aurai le droit de pécho en somme? Mais moi je veux faire l'amour! Il s'agit du maître des animaux, le personnage, certainement le plus ancien de l'histoire qui a été créé par l'homme. Alors le maître des animaux ou la maîtresse des animaux en fonction des versions, donc il ou elle, on va dire Yel. Yel aurait été en charge de l'abondance des animaux et du flux de l'apparition des animaux
dans les forêts, dans les savanes et dans les montagnes. Si le maître des animaux est satisfait, vous aurez du gibier en abondance sur votre territoire, mais si votre territoire est déserté, c'est qu'aujourd'hui le maître des animaux se sent pas ouf. Ou alors il est en colère et il faut l'apaiser en exécutant des danses, des rituels et des suppliques. Ce à quoi il peut répondre: « Ah, c'est bien, bouffon, vous m'avez bien diverti, tenez, un petit gibier. » Et il relâchera des gras moutons et des cerfs dans vos montagnes. Il relâche donc cet appétit sexuel dans la nature, il relâche cette force naturelle indomptable et indomptée, il relâche cette pulsion de vie, cette pulsion sexuelle qui avait bien besoin du maître des animaux, qui avait bien besoin d'un personnage pour être modéré. On peut dire dans un sens que le maître des animaux est le premier prêtre de l'histoire et ses rituels sont ses premières messes. Mais s'il y a un personnage qui maîtrise, lui, la force des animaux, c'est bien le chaman. Alors lui, il n'a pas besoin d'aller manger de la viande pour acquérir leur pouvoir, il n'a pas besoin d'aller faire la queue au KFC pour commander un bucket, il se pare de fourrure d'ours, du collier des dents du lion, il orne sa tête et sa coiffe des plumes de l'aigle, et alors que le chasseur ne peut acquérir un attribut, une force que d'un animal à la fois, le chaman est un collectionneur. Il va collecter les différents animaux, il va collecter les différents attributs, les différents pouvoirs, et il va les cristalliser en artefacts. Et en se parant des plumes de l'aigle, il va s'accaparer et posséder le pouvoir de l'aigle pour toujours. En revanche, si vous lui dites « Tiens, monte en haut de la falaise et montre-nous que tu peux voler comme l'aigle majestueux », il vous dira « Non, j'ai aquaponé, j'ai une tendinite au bras ». Ainsi oui, dans nos cultures, la chasse et la viande font partie de la virilité, mais avec ces personnages, c'est avant tout l'intervention et la convergence des forces naturelles et surnaturelles qui viennent s'affronter et s'équilibrer, se modérer. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'on a vraiment besoin du cœur du bœuf pour avoir la force du bœuf? Est-ce qu'on a vraiment besoin des dents du lion pour avoir la force du lion? Est-ce que ce sont vraiment ces artefacts qui nous rendent puissants? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ressembler à un clown? Est-ce que ce sont ces trophées collectés qui nous rendent hommes, qui nous transforment en Goku Super Instinct? Eh bien, en réalité, il se peut que ce soit la chasse elle-même. Parce que dans les mythes, c'est l'animal qui est au centre de l'histoire, c'est l'animal qui déclenche l'aventure du héros. Aventure d'autant plus palpitante, d'autant plus excitante si c'est un animal exotique, légendaire, difficile, voire impossible à trouver et à attraper. Avec pour exemple la biche de Cérynie dans les travaux d'Hercule, qui est sacré, qui est l'animal d'Artémis, déesse de la chasse bien sûr, ou bien l'oiseau de feu que doit capturer Ivan pour son roi, et qui pendant sa quête tombe sur une princesse Disney et décide de la pécho, et décide de laisser tomber l'oiseau. Donc ici encore il y a confusion, il y a dilution entre la chasse de l'animal et la chasse sexuelle. Et le chasseur lui-même, il incarne l'exploration, notre capacité à découvrir des espaces, des environnements indomptés, à atteindre la cible comme le héros atteint la quête de son aventure. Achèvement qui rend le héros accompli, qui le rend homme si c'était un jeune garçon au début, qui la rend femme si c'est une jeune fille, et si c'est un non-binaire, il le rendra à moitié libanais. Et donc c'est par ce lien subtil de chasse, nature, homme-animal, chasse, trophée, quête, accomplissement, que chasser est un haut symbole de virilité dans notre culture, elle est présente dans notre génétique, car symbole d'accomplissement de quête, d'accomplissement d'une aventure, et de soi, symbole du passage du jeune garçon à l'âge adulte, qui accomplit son aventure dont la récompense, l'objet magique, l'artefact, l'élixir, c'est le cœur du bœuf ou le collier de dents. À l'aboutissement de celle-ci, de cette aventure, il a surmonté les obstacles, il est devenu plus sage, plus fort, et c'est donc devenu quelqu'un de plus accompli. Il a accompli son objectif qu'il a transcendé. Car que nous soyons chasseurs de têtes, de trésors ou de jupons, nous sommes toujours à la recherche d'une aventure, d'un objectif qui est censé transcender notre situation actuelle. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons court-circuité cette aventure, ce rite de passage à l'âge adulte. Nous n'avons plus besoin d'aller chasser le lion pour obtenir sa peau. Parce que nous sommes passés de nomades à sédentaires, et au néolithique, nous sommes passés de chasseurs à semeurs, à cultivateurs. Donc nous plantions des petites graines, ça c'est très bien, mais la symbolique est toute différente. Et aujourd'hui, il suffit d'aller à Leclerc sans se battre nullement pour aller choper son petit poulet. On a refait le stock de cordon bleu, donc je prends toujours les
barquettes comme ça au rayon frais et après on congèle. Ou si vous êtes un de mes abonnés et que vous avez du goût, vous pensez plutôt au petit boucher artisanal et de son poulet La Belle Rouge. En tout cas, toujours est-il qu'aujourd'hui nous pouvons avoir une pièce de viande sans effort. En fait, l'effort a été simplement transféré de la chasse vers le travail, de la quête de la viande pour avoir une place dans le clan, à la recherche de carrière pour avoir un statut social toujours plus grand. Ce statut nous confère des revenus, et avec ces revenus, nous allons pouvoir justement nous payer de la viande. Et c'est pour cela, encore une fois, que la viande peut être un symbole de virilité, parce que pour acheter de la viande, de la bonne viande, il faut du fric. Pour avoir du fric, il faut un bon statut social, un boulot qui rapporte. Après que nous soyons partis en chasse dans notre carrière, que nous voulons toujours meilleur, ou que nous ayons eu des investissements avec assez de dividendes selon que vous êtes chasseur ou semeur. En tout cas, il n'y a rien de plus dévirilisant pour un homme que d'être un employé McDo qui se trouve au SMIC. Alors si vous travaillez à McDo pour vos études, c'est ok. Et si vous travaillez au McDo parce que vous aimez ces parfums subtils de friture, c'est ok. Mais c'est pas en disant ça à Vanessa que vous allez la ken. Donc la chasse, les chasses se trouvent dans notre culture et surtout dans nos gènes par l'instinct de survie de nos ancêtres, mais aussi leur soif d'exploration, leur volonté de faire partie du clan, leur volonté de trophée, leur volonté d'ascension sociale. Et donc Sandrine Rousseau, dans son intervention, nous offre une image d'Épinal, de ce viandard qui bouffe son entrecôte au barbecue impunément, sans même voter les verts, le malheureux. Mais à mon sens, cette image est un détournement de l'attention parce que la vraie question c'est « mais qui a acheté la viande au juste? Qui a apporté la calorie? Et si vous êtes un vrai bonhomme, qui a chassé le sanglier qui rôtit sur la table? Quoi, vous chassez plus le sanglier, vous? Et si nous continuons de réfléchir de manière aussi ponsive et archétypé comme notre ami, si nous continuons de molester la virilité et la féminité aussi, si nous continuons de réfléchir comme notre amie Sandrine plutôt que de se mettre en chasse, nous risquons de passer de chasseur à chassé, de prédateur à proie, et de devenir la proie de folie psychique bien contemporaine, bien moderne, qui au fil du temps risquerait d'avoir notre peau. Bon, après, cela dit, est-ce qu'on peut vraiment se sentir viril quand on est invité au barbecue à Raymond? Est-ce qu'on peut se sentir viril quand on rote de la bière entre deux merguez le dimanche midi? Alors oui, on peut se sentir validé par le clan, approuvé par la tribu. Après tout, on est convié à un repas de viande, et ça, jusqu'au Moyen-Âge et même au-delà, c'était un privilège. Mais en fait, ce qui rend homme, ça n'est pas vraiment de manger de la viande, ça c'est anecdotique, c'est surtout de manger la viande que l'on a chassée. La viande symbolique, de profiter de la récompense, de l'élixir, de l'objet magique de nos efforts accumulés. Donc, au XXIe siècle, nous n'avons pas eu la chance d'avoir des rituels de passage à l'âge adulte. Que faire pour renouer avec le chasseur qui est en nous, avec le vrai masculin qui est en nous? Eh bien, il suffit tout simplement de se mettre en quête, de se mettre en chasse de nos objectifs, de les traquer, de les poursuivre sans relâche, de ne pas se reposer avant de les avoir trouvés et attrapés. Et dès que l'on aura accompli notre quête, dès que nous aurons saisi les dents du lion, le cœur du bœuf, bref, l'élixir, l'objet magique, nous nous sentirons à chaque nouvelle chasse plus affirmés, plus confirmés, plus confiants. Nous sentirons que nous avons une place dans le monde, mais ne nous reposons pas trop vite car il y a encore tellement d'objectifs en liberté dans la nature, tellement de difficultés, tellement de quêtes, d'aventures et de chasses qui n'attendent que nous. Et plus elles seront difficiles à accomplir et plus nous nous sentirons grandis. C'est la fin de cet épisode sur la chasse, sur la viande et sur notre amie Sandrine. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à me dire dans les commentaires si vous êtes un chasseur, un semeur, si vous aimez les merguez du barbecue à Raymond, si vous achetez votre poulet chez Lidl ou au petit commerçant du coin. Et en attendant, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.